je disais que on était en train de parler euh, nous sommes toujours dans les cycles cellulaires. Nous avons fini avec la mitose. Après mitose, parce que dans les cycles cellulaires, nous avons dit qu'il y en a deux, il y a la mitose et la méiose. C'est ce qu'on avait dit, rappelez-vous au départ. C'est ce que nous avons dit. Donc, il y a la mitose et la méiose. Et entre mitose, il y a l'interphase. Je vous ai fait promener dans l'interphase. Dans l'interphase, je vous avais dit que nous avons la réplication de l'ADN qui est semi-conservatrice et nous avons la synthèse des protéines. Dans la synthèse des protéines, on ne peut pas avoir la synthèse des protéines. La synthèse des protéines ne peut pas avoir lieu si nous n'avons pas encore la synthèse des ARN, l'ARN messager. La synthèse de l'ARN, c'est ça qu'on appelle la transcription. Et nous avons vu comment c'est fait, n'est-ce pas, la transcription. Nous avons vu ça. Nous avons vu les différentes étapes de la transcription. Nous avons vu les différentes étapes de la formation de l'ARN. On a fini avec ça. Maintenant, nous parlons du deuxième cycle. Deuxième cycle cellulaire, c'est la méiose. La mitose nous permet donc le renouvellement. On a vu l'importance de la méiose. On a dit que la mitose, qu'on appelle aussi division équationnelle. Pourquoi? Parce que à partir d'une cellule qui se divise, on obtient des cellules filles qui partagent, qui ont le même lot chromosomique. Par contre, la méiose intervient aussi dans la reproduction. La méiose, elle est très importante. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la méiose qu'il y a réduction de nombre de chromosomes. Si la méiose n'intervenait pas, après la mitose, qu'est-ce qui va se passer? À chaque génération, il y aura augmentation du nombre de chromosomes. Rappelez-vous, par exemple, pour le cas de l'espèce humaine, nous avons 46 chromosomes. 46 chromosomes qui constituent notre corps, formés de 46 chromosomes, et nous avons le cellule sexuelle, n'est-ce pas? C'est les 46 chromosomes, donc, est réduit de moitié pour former des cellules sexuelles haploïdes. Donc, 46 chromosomes, donc 2N égale 46 chromosomes, ça c'est l'individu. Et le cellule sexuelle, c'est haploïde avec un nombre de chromosomes réduit de moitié, donc de cellules haploïdes. Diploïde pour l'individu, tel que nous sommes là, tel qu'on se voit, nous sommes diploïdes avec 46 chromosomes, et haploïde pour les cellules sexuelles, qu'on appelle aussi le gamète. Donc, et c'est ça donc l'importance de la méiose. Alors, lorsque on parle de la reproduction, parce que la méiose intervient dans la reproduction, les différentes étapes de la méiose, nous avons vu ça au secondaire, nous avons vu ça aussi en premier graduat ou premier bac dans les cours de biologie générale, on a vu ça. Ici, donc, on va aller plus loin parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on commence la génétique mendélienne prophadique. Lorsqu'on va commencer, je vais vous donner quelques explications et ce qui fera que la semaine prochaine, on va faire quand même beaucoup d'exercices. Lorsqu'on parle de la reproduction, parce qu'on parle de méiose, diminution de nombre de chromosomes au niveau des cellules sexuelles, donc nous passons de 2N à N chromosomes. La méiose intervient dans la formation des cellules sexuelles. Pourquoi la cellule sexuelle? C'est pour la reproduction. Alors, c'est quoi la reproduction? La reproduction comporte deux phases importantes lorsqu'on parle de la reproduction. Lorsqu'on parle de la reproduction, nous avons deux étapes importantes, deux préalables. Il y a la gamétogénèse. La gamétogénèse et la fécondation. C'est ça qu'on appelle la reproduction. La gamétogénèse, c'est quoi? Gamète, genèse, c'est la formation de gamètes. Gamètes, ce sont des cellules sexuelles.
Ce sont des cellules sexuelles. Alors, le processus qui aboutit à partir des cellules diploïdes à former des cellules haploïdes, des cellules sexuelles, c'est ça qu'on appelle la gamétogénèse. La gamétogénèse comprend la mitose et aussi la méose. Et il y a une troisième étape qui s'ajoute pour la spermatogénèse, qui est la différenciation. Gamétogénèse, formation de cellules sexuelles, et dans la gamétogénèse, dans cet ensemble de familles de cellules sexuelles, nous avons des cellules sexuelles mâles. À ce moment-là, lorsqu'il se forme des cellules sexuelles mâles qu'on appelle des spermatozoïdes, on parle de la spermatogénèse, spermatogénèse pour désigner la formation des cellules sexuelles mâles qu'on appelle les spermatozoïdes. Et lorsqu'il se forme de cellules sexuelles femelles, on parle à ce moment-là de oogénèse ou ovogénèse. Ovule, oogénèse, avec des O. Oogénèse ou ovogénèse pour désigner la formation des gamètes ou des cellules sexuelles femelles. La fécondation. La fécondation comprend la plasmogamie et la cariogamie. Je vais vous montrer les images. Vous allez voir ça. La plasmogamie et cariogamie. C'est quoi plasmogamie et cariogamie? Je vais vous montrer ça. Je suis en train de voir comment je peux... Ça. Alors, la plasmogamie, parce que lorsque il y a les spermatozoïdes, rappelez-vous, les spermatozoïdes, c'est une cellule sexuelle avec la queue. Rappelez-vous de la forme de spermatozoïde et de l'ovule. Plasmogamie, c'est quoi? C'est le mariage. C'est la fusion de membranes cellulaires. L'ovule, c'est une cellule constituée de la membrane cellulaire et aussi des noyaux. De même, le spermatozoïde est constitué de la membrane cellulaire avec les noyaux. La membrane cellulaire du spermatozoïde avec une petite queue. La queue qui contient beaucoup plus de mitochondries qui donnent de l'énergie au spermatozoïde de se déplacer dans le milieu vaginal, dans le liquide vaginal pour aller vers l'ovule. Donc, la queue avec beaucoup de mitochondries. Maintenant, on appelle plasmogamie lorsqu'il y a contact de spermatozoïdes avec ovule. Cette fusion-là, ces mélanges, n'est-ce pas, le mélange, n'est-ce pas, de la membrane cellulaire de l'ovule avec la membrane cellulaire de spermatozoïde, c'est ça qu'on appelle plasmogamie, un mariage ou une fusion. Et la cariogamie, après la fusion de deux membranes, il y a la fusion de deux noyaux. Noyau de spermatozoïde et le noyau de l'ovule. Cette fusion des deux noyaux, on appelle cariogamie. Plasmogamie, fusion de deux membranes plasmiques. Cariogamie, fusion de deux membranes nucléaires. Alors, la méiose et la cariogamie justifient la diversité génétique. Parce que, rappelez-vous de l'élément de performance. La question qu'on avait posée, qu'est-ce qui justifie la diversité génétique? Parce que dans les différentes étapes de la méiose, où vous avez, dans la méiose, nous avons vu qu'il y avait la mitose 1 et mitose 2. Rappelez-vous qu'il y avait une étape où il y avait
aussi métaphase 1 dans la phase de méiose, lorsque dans la prophase, lorsqu'on regarde dans la prophase, il y avait des sous-étapes où il y avait formation des chiasements, agenvement, des chromatides et des chromosomes homologues et séparation, échange des informations génétiques. Rappelez-vous que lorsqu'il y a chiasement, parce que nous avons vu des chiasements, rappelez-vous des chiasements, il y avait des crossings ovaires dans la méiose, et lorsqu'il y a crossing ovaire, lorsqu'il y a séparation à la métaphase, l'anaphase, migration vers le pôle des chromosomes, et chaque chromosome part avec le segment d'un bras, le chromatide de l'autre chromosome, nous avons dit que c'est à ce moment-là qu'il y avait échange d'informations génétiques. Donc, c'est là, nous disons que la méiose contribue à la diversité génétique parce qu'il y a un mélange d'informations. Et nous avons aussi la karyogamie. La karyogamie contribue également à la diversité parce que dans chaque noyau, il y a des informations génétiques. Lorsqu'il y a fusion de deux noyaux, c'est un mélange qui aboutit à une information différente du cellules sexuelles mâle et cellules sexuelles femelles. Donc, une nouvelle cellule qui se forme, qu'on appelle zygote, avec des informations qui sont différentes de l'une ou l'autre cellule. Alors, lorsque maintenant ces zygotes, les zygotes ici, peuvent se développer, lorsqu'ils se forment les zygotes, ici nous sommes dans la reproduction, lorsque les zygotes se développent, on peut avoir comme première étape, rappelez-vous que nous avons dans la première étape de départ des zygotes, pour que nous puissions passer des zygotes qui est une cellule, pour qu'on puisse avoir plusieurs cellules telles qu'on se regarde, nous sommes constitués de plusieurs cellules. Il y a la première étape, c'est la segmentation. Ici, nous sommes déjà dans le développement de l'embryon. Donc, l'embryologie. Première étape de l'embryologie, c'est la segmentation. Après la formation, les zygotes doivent se multiplier. Il y aura des mitoses successives qui feront que finalement, à partir d'une cellule, que nous puissions devenir pluricellulaires, qui est beaucoup, nous puissions avoir plusieurs styles de cellules qui vont se constituer en tissus, des cellules qui vont devenir des tissus, qui vont devenir des organes et qui plus tard qui va devenir l'organisme tel que nous sommes les fœtus et l'enfant qui va naître. Alors, le zygote peut se développer après segmentation. Le tout peut rester ensemble, subir deuxième étape, gastrulation, organogénèse et consorts, mais le même zygote peut se séparer dès le départ, ça se sépare dès le départ pour se développer individuellement, indépendamment. Donc, lorsque vous avez, par exemple, un zygote, n'est-ce pas, pendant qu'il y ait la première division cellulaire, dès qu'il y a division cellulaire, une division cellulaire qui est suivie par la cytokinèse, c'est-à-dire que l'étranglement de cette cellule pour former des cellules filles, et puis les deux cellules qui se développent encore indépendamment, à ce moment-là, nous avons des jumeaux, de vrais jumeaux, issus d'une même cellule, d'un même zygote. Mais il peut arriver qu'il y ait fécondation à des aires un peu différentes de deux, qui est par exemple deux spermatozoïdes qui vont féconder par exemple deux ovules, hein, n'est-ce pas, lorsque par exemple les deux trompes ont libéré les ovules, hein, et qu'il y a eu fécondation de ces deux ovules par deux spermatozoïdes différents, ça, nous avons de faux jumeaux. Donc ça, c'est un peu un petit résumé en rapport avec la méiose et la reproduction sexuelle, donc qui implique les cellules. Donc, comme je disais, la reproduction ou la fécondation, c'est quoi? Implique la gamétogénèse
et la fécondation. Ça, vous allez voir, je vais vous envoyer, ça c'est l'origine des vidéos. Voilà, ça c'est le résumé maintenant de ce que je vais vous montrer. C'est ça ici. C'est sûrement ici résume. C'est sûrement résume ce que je viens de vous montrer. Attendez une minute. Voilà. Ça, c'est un schéma qui résume ce que je viens de vous montrer. Nous avons mâle et femelle ici. L'organe qui produit, on a vu que la gamétogénèse chez la femelle, c'est ça qu'on appelle ovogénèse. Ovogénèse, c'est la formation des ovaires, des cellules sexuelles femelles, l'ovogénèse. Et l'ovogénèse, ça se passe où? Dans les ovaires. Ovaire, c'est ça qu'on appelle glande. Glande qui produit les cellules sexuelles femelles. Ça, c'est la glande. Chez l'homme, c'est les testicules. C'est dans les testicules qui se forment les cellules sexuelles femelles qu'on appelle spermatozoïdes. Alors, ici, au départ, dans les ovaires, voilà, ils vont subir l'objectif ici, lorsqu'il y a méiose, la méiose qui se passe dans les ovaires, c'est pour faire passer, voilà, je vais vous montrer, lorsqu'il y a la méiose, excusez-moi, donc, nous avons les ovaires, des glandes, et voilà le but de la méiose. La méiose, c'est le passage, ça permet le passage de cellules germinales. Ce sont des cellules à deux N chromosomes, des cellules diploïdes, qui vont les réduire le nombre de chromosomes pour devenir cellules haploïdes. Haploïdes avec N chromosomes. Donc, réduire ici le nombre de chromosomes. C'est ça le rôle de la méiose. Donc, c'est le passage de diploïdes à haploïdes, réduction du nombre de lots chromosomiques. C'est ça le rôle des méioses. C'est ce qui se passe dans les ovaires et dans les testicules. Alors, après cela, nous avons la plasmogamie. La plasmogamie, regardez, c'est ça, je reprends. Voilà, la plasmogamie, c'est quoi? C'est le mariage. Ça, je l'avais déjà dit, mais je vous montre maintenant un schéma. C'est la fusion, n'est-ce pas, de deux cytoplasmes. Les cytoplasmes de l'ovule et les cytoplasmes de spermatozoïdes. Et après, nous avons la karyogamie. La karyogamie, nous avons d'abord, au départ, nous avons au départ, nous avons la membrane et puis nous avons les noyaux. Plasmogamie, là, et karogamie, ici. C'est ça qu'on appelle la fécondation pour former les zygotes. N, première cellule, N chromosome, deuxième N chromosome, N plus N, ça fait 2 N chromosomes. C'est ça qu'on obtient ici, les zygotes diploïdes avec 2 N chromosomes. Et c'est ces zygotes ici qui va se développer et le développement, c'est par les mitoses et développement qui va se développer pour former encore des individus. Les individus qui vont grandir et pour se reproduire. Et vous avez tout un cycle. Donc, les individus qui vont subir les mitoses, formation des zygotes, zygotes qui se développent pour former. Donc, vous avez tout un cycle. C'est ça qu'on appelle les cycles de développement humain. C'est comme ça que nous sommes. Donc, nous étions là. Nous étions ici. Alors, quand je vous dis, rappelez-vous, quand je vous ai dit que l'ARN est plus vieux que notre ARN, l'ARN ou l'ADN que vous avez, qui est responsable de l'hérédité, est plus vieux que vous, c'est à cause de cela. Parce que ici déjà, dans les spermatozoïdes, vous avez l'ADN, dans l'ovule, il y a aussi l'ADN,
Mais regarde cet individu ici. Donc, l'ADN précède cet ADN, les ADN qu'on trouve ici précèdent déjà les zygotes. Avant que les zygotes existent, il y avait déjà cette information là-dedans. Et ici, l'information, il y avait déjà l'information. Donc, l'hérédité, c'est pour cela qu'on parle de l'hérédité. Ça existait et nous, ça existait, nous l'avons obtenu et nous devons aussi le donner aux autres. Donc, nous recevons l'ADN, ça vient de loin. Et nous le gardons. Et nous aussi, nous donnons cet ADN à nos enfants vont donner. C'est-à-dire que tel que vous êtes là, si vous n'avez pas encore d'enfant, si vous n'avez pas encore d'enfant, mais votre ADN existe, l'ADN de vos enfants, vous les gars, vous en avez déjà, vous avez déjà avec vous l'ADN. C'est que vous allez transmettre à vos enfants, vous en avez déjà. C'est-à-dire que les enfants n'existent pas, mais ce qui vous fera de vos enfants, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la taille, ce qui fera de vos enfants, vous en avez déjà. Mais les enfants n'existent pas. Les enfants n'existaient pas. Donc, c'est un peu plus vieux que notre existence. Voilà, ça, c'est les zygotes qui se forment. Et lorsqu'ils se forment les zygotes se développent. Et ça, c'est un chemin que je vous montre maintenant, puisque nous parlons des N 46 chromosomes. Les 46 chromosomes, c'est le nombre de chromosomes d'individus. Alors, comment est-ce qu'on a pu déterminer le nombre de chromosomes? Pour déterminer, parce que chaque espèce est caractérisée par le nombre de chromosomes. Alors, pour déterminer cela, on fait ce qu'on appelle les karyotypes. On fait les karyotypes pour déterminer le nombre de chromosomes de chaque individu. Et c'est le nombre de chromosomes qui détermine aussi l'espèce. Donc, si, par exemple, vous avez le nombre, aussi longtemps que le nombre de chromosomes est différent, les deux organismes ne peuvent pas se reproduire s'ils ont le nombre de chromosomes différents. Donc, lorsqu'il y a le même de chromosomes est différent, donc il ne s'agit pas d'une même espèce. Donc, une même espèce, les mêmes espèces ont le même nombre de chromosomes. Et on détermine cela à partir de cette technique qu'on appelle karyotype que je vais vous montrer. Voilà, ça c'est un chemin, je vous montre comment ça se passe. Alors, comment réaliser un karyotype? Voilà, c'est ces chercheurs en train d'observer dans les microscopes. On doit avoir des microscopes. Vous avez les microscopes. Ça, c'est les champs microscopiques avec de chromosomes. Ça, c'est du sang. Alors, on prend un échantillon de sang, qu'on déverse la boîte de pétri. On fait la culture de cellules. Voilà. Ça, nous sommes à la métaphase, caractérisée par, ça c'est la métaphase. Vous avez le point équatorial, on utilise Colchine pour rendre plus visible, pour colorer donc, les chromosomes, permet d'arrêter la division, la cellule de métaphase. Placer la suspension dans la boîte de pétri. Libération des chromosomes du noyau. Voilà, ça, ce sont prendre une photo de chromosomes. À partir de votre microscope, c'est possible de prendre une photo de ce que vous avez dans le champ microscopique. C'est possible. Organiser le chromosome en fonction de la taille. Je vais vous donner encore des détails après cette petite vidéo. Vous allez voir ça. Alors, photographie de l'ensemble des chromosomes d'une cellule. C'est ça qu'on appelle karyotype. Donc,
Ça, c'est ce qu'on appelle karyotype. Voilà comment on les a classés en fonction de leur taille, en fonction de leur forme. Voilà. Voici maintenant les étapes ici en résumé de ce que nous venons de voir. Vous avez besoin, on place la culture, par exemple sanguine, dans une centrifugeuse pour faire sédimenter les globules. Ça, il faut avoir cet appareil, les centrifugeuses, pour pour obtenir les kilos et les surnageants. On va utiliser pour observer. Solution hypotonique, voilà. Ça, ce sont donc les différentes étapes que vous allez voir un peu pour faire. Ça, ce n'est pas difficile. Ça, il y a moyen, cette préparation d'un karyotype, cette photographie, il y a moyen de faire ça au laboratoire. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. Donc, ici, les chromosomes sont classés à fonction de leur taille et à fonction de leur forme. Et c'est à partir de ceci, lorsqu'on compte, ici, par exemple, vous avez, lorsqu'on les classe, nous avons un individu avec 22 chromosomes plus 2 chromosomes différents, X et Y. Donc, vous avez 22 chromosomes qui se ressemblent, 22 plus chromosome X et chromosome Y ici. Mais regarde comment. Les chromosomes X et chromosomes Y, ce sont des chromosomes sexuels. Et les autres chromosomes sont des chromosomes responsables, par exemple, de la couleur des cheveux, responsables de la taille, responsables de cette morphologie qu'on voit. Mais les chromosomes sexuels sont là. Et ça, c'est une photo, c'est cette photo-ci qu'on appelle karyotype. Donc, on a besoin d'un microscope avec l'appareil photo. C'est possible, ça se voit, ce sont de vieilles méthodes qu'on utilisait, mais aujourd'hui, on vend des microscopes. Quand vous allez chez les professeurs Malikan, il doit y avoir ces microscopes. On observe avec Colchim, ça vous permet d'arrêter l'arrêt de la division cellulaire, parce qu'il faut faire la culture de la boîte de Petri. Il faut faire la culture cellulaire. On fait la culture de cellules, et lorsque les cellules se multiplient, on ajoute ces produits Colchim, un produit chimique, ça arrête exactement la division cellulaire à la métaphase. Parce que c'est à la métaphase, rappelez-vous, de différentes étapes de la division cellulaire, de la mitose, c'est à la métaphase qu'on voit les chromosomes. Mais bien avant la métaphase, nous avons le chromatine. Les chromatines, on ne sait pas bien visualiser, mais la visibilité, et lorsqu'on ajoute le collagène, la visibilité est vraiment remarquable pendant la métaphase. Donc, vous allez essayer de voir ça, et puis dans quelle mesure l'assistant, le chef de travaux Mbadiko, s'il me suit, il est connecté, il pourra voir un peu dans quelle mesure il peut vous aider à faire ça en médecine ou même chez nous à la faculté. Je crois que s'il y a cet appareil de centrifugeuse, c'est déjà bon, de boîte de pétri, nous avons la culture de cellules. Hein? Culture de cellules, c'est facile avec chez Maman Yanzou, professeur Yanzou peut faire ça. Voilà, ça ce sont les différentes étapes que nous avons pour déterminer. Alors, caractéristiques, comme je disais, les chromosomes homologues. Qu'est-ce qu'on appelle les chromosomes homologues ici? Nous sommes là. C'est quoi les chromosomes homologues? Regardez, je dis qu'à fonction de taille. Alors, les chromosomes homologues qui ont même longueur, des centromères situés au même endroit et le même bande de couleur. Même donc, nous avons les chromosomes homologues qui ont la même longueur, des centromères situés au même endroit et le même bande de couleur. Là, ce sont des chromosomes homologues. Alors, nous avons ici le femelle de l'espèce humaine possède une paire de chromosomes XX homologues. Ça, c'est un exemple. Le mâle a un chromosome X et un chromosome XY. Alors, les chromosomes X et Y sont des chromosomes sexuels. On les appelle aussi hétérochromosomes. Donc, X et Y sont des chromosomes sexuels.
ou hétérochromosomes. Et les autres chromosomes sont appelés autosomes, qui sont responsables, comme je l'ai dit, des couleurs des yeux, la taille, maladie, etc., etc. Donc, regardez ici, pour revenir un peu plus vite. Donc, nous avons ici des hétérochromosomes. Ici, ce sont des chromosomes sexuels X et Y, hétérochromosomes. Et nous avons le reste des chromosomes, le 22 chromosomes ici, le reste, ce sont des autosomes. Les autosomes, la couleur des yeux, la taille, tout ce qui est forme, tout ce qu'on voit ici, c'est dans ces couleurs. Mais évidemment, il y a d'autres maladies, n'est-ce pas, qui sont liées aux chromosomes X et Y, ou d'autres caractères, pas maladies, mais des caractères qui sont liés à X et à Y, donc aux autosomes. C'est pour cela, en génétique, lorsqu'on va parler de la génétique, vous allez voir que on va dans ce qu'on appelle l'assortiment des caractères va dépendre aussi, n'est-ce pas, soit de chromosomes, des informations génétiques ou des caractères qui sont liés aux chromosomes homologues, aux autosomes et hétérosomes. Donc, et à partir de là, ça peut également aussi avoir un impact sur les proportions phénotypiques ou génotypiques de Mendel. Ça, nous allons voir quand nous allons parler de la génétique proprement dite. Alors, en conclusion, avec ce chapitre que nous allons finir aujourd'hui, le cycle, donc, le processus fondamental de la reproduction consiste à chaque cycle se reproduit une réduction de moitié des N à N. On a vu ça, voir le chemin. Puis un appareillement de chromosomes homologues, N à des N, ce qui crée une variation génétique dans la génération suivante. Donc, c'est ça donc, qu'on peut retenir. Alors, quel est le mécanisme qui gouverne l'appareillement des chromosomes homologues? Rappelez-vous, dans le chapitre 1, j'ai parlé de l'émergence des atomes qui aboutit à la formation de macromolécules, l'émergence des atomes. Rappelez-vous des orbitales, des couches, les stabilités. Nous sommes des molécules. Je vous ai dit que nous sommes des molécules. Nous sommes des molécules. Si nous sommes des molécules, si nous sommes formés sur le même principe chimique, cela veut dire que, étant donné que nous sommes des molécules, nous sommes constitués des atomes. L'assemblage des atomes qui nous constituent, c'est fait de la même façon que nous voyons au laboratoire, mais à la différence dans l'organisme humain, il y a des enzymes qui diminuent l'énergie d'activation. Ce qui se passe pour que nous puissions devenir des humains tels que vous voyez comme ça, c'est exactement comme si on prenait le sodium avec le chlore pour former les chlorures de sodium. Une molécule. Donc, la molécule de chlorure de sodium est constituée de sodium avec le chlore. Nous aussi, nous sommes des molécules constituées selon le même principe. Le même principe. Et quand je parle de même principe, cela veut dire que pour qu'une molécule se forme, pour que deux atomes puissent s'unir pour former une molécule, il y a de l'énergie. Il y a, regardez-vous, chaque atome avec ses orbitales, il y a augmentation de l'énergie, il y a instabilité parce que dans les orbitales, là, un électron libre est instable. Étant donné que l'électron libre est instable, lorsqu'il est en présence avec l'autre, il doit chercher à atteindre l'octet, former un couple pour atteindre l'octet avec diminution. Lorsqu'il y a l'octet se forme, la molécule se forme. Là où il y a la liaison chimique, l'énergie diminue. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire lorsqu'il y a ajombement de chromatide dans la méiose,
agenbas de chromatides qu'on appelle chiasma. Les endroits où il y a contact des chromatides, il y a des liaisons chimiques, c'est-à-dire ce sont des points de stabilité, probablement ce sont des points de stabilité, et qui fait que pour que ces points-là puissent réduire l'énergie, ça se forme des liaisons chimiques. Il se forme des liaisons chimiques selon le même principe. L'appareillement se fait toujours à des points où il y a de fortes énergies et où les atomes cherchent à atteindre leur paix. Et selon le schéma que je vous ai montré au départ, pour la formation des chiasmas, que je vous ai montré au départ. Alors, nous allons passer à notre deuxième dia, mais je vous donne juste une petite pause de 5 minutes. Ça vous va? Ça vous va? Parce que nous allons commencer, nous voulons commencer la génétique. 5 minutes, ça vous va? Ça nous va, prof. D'accord. Oui, ça va. C'est bien. Je vais vous donner, pour qu'on commence maintenant notre deuxième diapositive, parce que j'avais écrit l'intitulé, c'était rôle biologique. Je vous ai montré le rôle biologique des protéines. Maintenant, c'est l'initiation à la génétique mendélienne. C'est ce chapitre-là que nous allons commencer aujourd'hui, mais qu'on pourra finir la semaine prochaine parce qu'il faut que nous ayons des exercices. Alors, dès qu'on va finir la semaine prochaine, on va aller maintenant, l'autre semaine, ce sera la génétique des populations et peut-être ça sera la fin. L'assistant sera avec vous. Est-ce que vous connaissez les noms de votre assistant? Non. Ah, le chef de département m'a parlé de M. Mbadiko. Je lui ai dit écrit et j'espère qu'il va réagir et je lui ai même envoyé le lien de votre cours. Donc, nous allons prendre une pause. Je vais, pour qu'on puisse commencer l'autre partie tout bonnement. Donc, ça sera ça. Donc, je vais arrêter ça. Je mets ici, arrêter la vidéo. Attends. C'est Manuela. Quand le chat n'est pas là, le souris danse. Après-midi, dans la machine. Pardon. Nan prof a dit de temps bopé ma bino bobé ta masole pour là. Mimonisa, yo, Mimonisa. Pasek, C'est Manuela qui c'est quoi ça? Bon, vous m'en avez personne. Ok. C'est ça pour